Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et voilà, on en débat avec Thierry Lardenois, médecin et président de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. Bonsoir Thierry Lardenois. Bonsoir. Bonsoir à vous Thierry, évidemment, nos vraies voix, Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David. Thierry Lardenois, avec Didier Raoult, on aurait vraiment eu 2 fois moins de morts ? C'est assez compliqué de le dire. On peut jamais refaire le passé. La lanterne de l'expérience n'est claire que la route parcourue. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui serait passé. Mais toujours est-il que cet homme est assez intéressant à différents aspects. Déjà, au niveau de l'aspect humain, on s'aperçoit que cet homme, il est cohérent dans ses propos. C'est une personnalité atypique, mais parfaitement cohérente dans ses propos. Moi, j'ai pas décelé en tant que médecin d'éléments psychiatriques majeurs qui justifieraient son interdiction, par exemple. Donc, je pense que son propos est cohérent. D'autre part, son parcours scientifique, il est exemplaire. Quand on regarde ses titres et travaux, il y a très très peu de médecins en France qui puissent prétendre de tels titres et travaux, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et puis le dernier élément, c'est un petit peu la référence du général de Gaulle que je reverrai, qui disait « Pourquoi voulez-vous qu'à 68 ans je devienne un dictateur ?» Donc pourquoi voulez-vous qu'à 68 ans Raoult veuille devenir un homme exceptionnel ? Je pense qu'il n'est guidé que par sa conscience et son état de médecin. Donc ça, c'est l'aspect, si vous voulez, au niveau de l'homme, ce qui m'a paru intéressant au niveau de l'homme. Et puis maintenant, au niveau de l'expérience, de ce qu'il nous a dit, là, moi, je l'ai analysé en tant que médecin. J'ai été interne en virologie, donc je suis passé dans des laboratoires où j'ai regardé des petites cellules. C'était tout à fait passionnant. Et donc, on s'aperçoit que son discours est tout à fait cohérent sur le plan scientifique. Les 2 molécules qu'il nous a proposées sont des molécules qui tiennent parfaitement leur place sur le plan scientifique et sur le plan virologique. Donc, encore une fois, pourquoi depuis le début s'est-on acharné à ne pas tester cette molécule? Parce qu'aujourd'hui, on est devant une non-réponse. Alors on nous dit, est-ce que ça aurait été mieux? Mais on ne peut pas répondre. On a fait depuis le début en sorte qu'on ne puisse pas répondre. Alors que on aurait fait le minimum nécessaire, quelques semaines d'expérience, et même pas d'expérience, puisque les gens étaient perdus. Vous savez, tant qu'à avoir des gens perdus, on aurait pu essayer de tenter très tôt le traitement. Ça n'aurait pas empêché de les passer en réanimation si ça se passait mal avec le traitement proposé Didier Raoult. Eh bien, on aurait la réponse aujourd'hui, réponse qu'on n'a pas. Donc c'est facile de le critiquer aujourd'hui, de dire non, c'est un gourou, il nous propose des choses, mais on a fait en sorte de l'empêcher de démontrer sa théorie. Alors Thierry Lardenois, pourquoi le gouvernement a interdit l'hydroxychloroquine selon vous ? Ça, c'est très compliqué. J'avoue que j'ai énormément de mal à comprendre ça et à comprendre qu'on n'ait pas voulu qu'on se soit acharné. Si un vaccin était en préparation, j'aurais peut-être un peu compris, mais là, aucun vaccin pour l'instant n'est disponible. Et en temps Didier Raoult, ce ne sera pas disponible statistiquement avant longtemps. Alors moi, à mon sens personnel, mais ça n'engage que moi, ça n'engage strictement personne. Il y aura jamais de vaccin sur le corona, mais c'est tout à fait personnel. Pourquoi ? Voilà, parce que c'est des virus ARN, c'est très compliqué de faire des vaccins sur de tels virus. Donc à mon avis, il y en aura jamais. Mais bon, enfin, je serai pas le premier. En tout cas, je ne serai pas moi le premier à tester un vaccin à corona sur moi-même. C'est clair et net. Alors que je suis un fervent partisan des vaccins. Je suis un très très fervent partisan des vaccins. Il faut vacciner tous nos enfants des 21 maladies. C'est une très bonne chose. Il faut le faire absolument. En revanche, le corona, c'est quand même très très spécifique. Il y a quelques petits détails à régler qu'on est loin d'avoir réglé à mon sens. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je n'ai pas le niveau pour me permettre de donner une opinion scientifique qui soit valable. C'est une opinion personnelle. La raison pour laquelle le gouvernement s'est déchaîné, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi on a suivi. Je pense qu'on est dans une logique administrative bien réglée. Avec et de laboratoire. Et de laboratoire. Au docteur Lardenois, 2 choses. Comment fait-il, à votre avis, docteur, que on n'ait jamais utilisé, éprouvé le remède du professeur Raoult dans les conditions qu'il souhaitait? C'est-à-dire qu'à chaque fois, semble-t-il, on l'a mis en échec parce qu'on ne l'appliquait pas là où il le voulait. Et deuxième élément, et deuxième question très vite, comment expliquez-vous qu'on ait eu tant de mal à mettre en œuvre un débat tranquille, scientifique, entre des sachants authentiques, et que très vite ça s'est dévoyé pour ou contre Raoult?
Alors le fait de mettre en œuvre au départ, c'est un mystère. C'est un mystère de la raison pour laquelle. Alors effectivement, on pourrait s'interroger sur le fait que cette molécule ne coûte pas grand-chose, qu'elle est dans le domaine public. Donc étant dans le domaine public, elle ne rapportera rien à personne. Voilà. Elle ne rapportera rien à personne. Et peut-être qu'au départ, ça a été un facteur qui a pu engendrer des choses. Et puis une fois qu'on avait pris cette décision et qu'on avait généré effectivement une problématique, c'était très difficile de revenir en marche arrière parce qu'on aurait généré des problèmes juridiques importants. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Si jamais on avait commencé à faire quelque chose pour rétro-pédaler après. Donc je pense qu'on a voulu rester sur une logique. Maintenant, pourquoi ça s'est passé comme ça je saurais pas vous dire. Une personnalisation absolue, quoi. Quant à l'efficacité de cette molécule, quant à savoir si elle est efficace, si elle fonctionne, vous savez, il suffit d'interroger les médecins français, les médecins de terrain, dont je fais partie. L'hydroxychloroquine, j'en ai une très faible expérience, puisqu'il y a peu de patients qui l'utilisent en dehors des lupus ou de ces maladies de système, mais l'azithromycine est très très utilisée. Encore une fois, je vous dis, j'étais interne en virologie. Et la virologie, elle a une caractéristique particulière, c'est qu'on étudie les virus, mais on étudie 2 bactéries spécifiques, qui sont les chlamydia et les mycoplasmes, qui sont des bactéries intracellulaires. Et ces bactéries comportent un petit peu un comportement qui s'approche des virus. C'est pas un virus, je ne vais pas dire des sottises, c'est pas un virus, mais ils ont un comportement analogue. Et comme par hasard, ces 2 bactéries sont très sensibles aux macrolides. Et l'azithromycine est un macrolide. Et donc, on peut tout à fait considérer, quand on mène la réflexion jusqu'à son terme, que l'azithromycine, si elle est active sur des bactéries qui ont un comportement similaire à certains virus, elle est tout à fait logiquement efficace sur des virus. Et quand on est médecin de terrain, on s'aperçoit très vite que l'azithromycine, elle a un très très grand intérêt sur des patients fragiles, et notamment sur des fragilités pulmonaires, des mucoviscidoses, des pneumopathies un petit peu chroniques chez des patients âgés, des choses comme ça, et dont on sait que l'écosystème n'est pas exclusivement un écosystème bactérien, c'est également un écosystème viral. Donc on pouvait savoir, les médecins de terrain pouvaient savoir, et savent dès le départ, et d'ailleurs l'ont fait. Moi je suis absolument convaincu que les médecins de terrain ont massivement utilisé de l'azithromycine et des macrolides de façon à obtenir un résultat, et qu'ils ont obtenu un résultat. Je pense qu'on a freiné la catastrophe, les médecins de terrain ont freiné la catastrophe en appliquant une partie du protocole du professeur Raoult. On n'est pas dans la théorie du complot, mais les plus anti-azithromycine et hydroxychloroquine, docteur Lacombe, docteur Deray, etc., sont tous rémunérés par Gilead, et Gilead qui voulait rendre obligatoire le remdesivir, qui était déjà a priori pas si brillant que ça contre Ebola, qui vaut 900 €. 900 €, oui, alors par rapport au prix de la chloroquine. Dire ça, est-ce que c'est quand même pas gênant, docteur, que des gens rémunérés par des labos aillent sur des plateaux de télé ou de radio et en ne disant pas qu'ils sont payés par ces labos? Ça vous choque pas, vous? Thierry Lardenois. Si, moi j'ai toujours été un petit peu dérangé par les conflits d'intérêts. Tous les médecins français ont eu l'occasion d'avoir des rapports avec les laboratoires, c'est une évidence. Moi je vous donne ma parole que jamais je n'ai été guidé, quel que soit. Maintenant c'est fini, on les reçoit plus, on les voit plus les labos, donc ça c'est réglé. Mais je vous donne ma parole que je n'ai jamais été guidé dans mes choix par les passages des laboratoires. C'est quelque chose. Mais on peut comprendre que effectivement certains médecins avec des cadeaux qui sont parfois très très importants. Il faut reconnaître que les labos peuvent être et surtout dans le passé, ont pu être particulièrement généreux. On peut craindre, on peut suspecter que certains médecins aient plutôt un côté favorable à certaines molécules. Les conflits d'intérêts ont toujours existé à de petites ou de grosses échelles, d'une façon honnête ou moins honnête, et ça a toujours existé. C'est vraiment en perdition aujourd'hui. C'est plus le cas. Alors c'est clair que ceux qui c'est plus le cas, c'est moins le cas. En tout cas, c'est beaucoup moins le cas. Et en tout cas, ça n'est plus le cas à l'échelon du médecin de base, et comme ça a été pour autrefois, ça c'est fini. Mais ce qui est vrai, c'est que quand il y a conflit, la moindre des choses, c'est de signaler. Bon, moi, j'ai toujours essayé d'éviter de mélanger les gens. Il serait honnête de signaler que effectivement on travaille pour un tel ou un tel. On peut pas non plus reprocher à un médecin de vouloir travailler et de vouloir faire de la recherche sur une molécule à laquelle il croit. Sinon, on n'avance plus de rien du tout. On peut plus progresser. Donc, un médecin peut, à mon avis, travailler avec un laboratoire pour rechercher quelque chose. Ça me paraît très heureux et souhaitable. La simple chose, c'est qu'il faut qu'il le dise et qu'à ce moment-là, il y ait un retrait du médecin en question vis-à-vis de
la molécule quand il est question d'en parler, de façon à ce que ce conflit n'existe pas. C'est ce qui est souhaitable, c'est tout. C'est tout. Alors effectivement, dans cette affaire de l'hydroxychloroquine et dans cette affaire du Covid, il y a malheureusement un certain nombre de médecins et un certain nombre de conflits d'intérêts qui se sont fait jour. Bon, après, moi je fais pas de procès d'intention à mes confrères médecins. Je pense qu'ils ont une conscience professionnelle et que au départ, ils l'ont peut-être fait tout à fait de bonne foi. Et puis, d'ailleurs, on s'est aperçu que les voix se sont progressivement tues. Il y a pas eu autant de les plus grands ténors se sont rapidement tus sur ce sujet-là, se rendant compte que peut-être leur situation n'était pas forcément la meilleure. Et moi, je rends hommage à leur attitude dans ce cas-là, parce que ils ont eu un comportement de médecin, de se dire, même si au départ ils ont un petit peu dérapé, et puis après ils se sont dit, bah non, effectivement, je peux pas le faire. Voilà. C'est clair que certains ténors sont devenus des castrats. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu avoir. Moi, j'aurais presque trouvé ça amusant, c'est d'avoir, comme on a ces débats politiques sur des plateaux où on a des gens qui s'écharpent sur des sujets. Des débats entre médecins, vous voulez dire, entre scientifiques et devant les Français et devant les Français. Bien sûr, puisque le débat a été posé sur la table, pourquoi n'aurait-on pas C'est vrai. posé ce débat pardon, moi je sais pas. Mais je voulais demander à Thierry Lardenois, une expérience récente m'a fait entendre le professeur Perron qui défend le professeur Raoul et qui avait dit de manière très certaine que tous les intervenants sur les plateaux de télévision étaient sujets à des conflits d'intérêts. Vous iriez jusqu'à cette globalisation tout de même ? Moi, j'ose pas, je ne les connais pas personnellement, donc je n'appartiens pas. Moi, je suis un médecin de campagne de base, donc je n'appartiens pas à ce monde, donc je ne peux pas juger un certain nombre de mes maîtres. J'ose encore une fois espérer que leur conscience de médecin a primé sur le reste. Voilà, moi je ne veux pas, je veux pas rentrer. Ne croyez pas que c'est de la langue de bois, mais je voudrais absolument non, mais je comprends. Dans cette logique et ça serait tellement désespérant pour nos concitoyens d'imaginer que les plus grands professeurs de France puissent rentrer dans quelque chose comme ça. Ce serait un désespoir absolu parce que nous sommes là pour créer de la confiance et pas pour créer de la méfiance. Et là, ça crée de la méfiance. Et Thierry Lardenois, pour répondre très vite à la question de Philippe Rossi, le professeur Raoult a dit que nous pouvions prendre l'exemple de ce qui se passait en Nouvelle-Zélande et que donc il craignait peut-être un rebond vers le mois de décembre. Vous pensez cette approche cohérente ? Thierry Lardenois, c'est fort probable une deuxième vague en automne ? Alors moi je n'y crois pas. Attendez, c'est un peu compliqué. Moi je n'y crois pas trop si jamais on est capable d'appliquer une certaine cohérence et un respect des mesures barrières. Pour l'instant c'est pas appliqué, Thierry Lardenois. Voilà. Malheureusement, le virus n'est pas éteint. Il est pas mort. On le sait qu'il n'est pas mort. Il est encore là. Donc dans tous les virus, à partir du moment où vous avez un foyer, c'est comme un incendie dans une maison. Vous demandez à un pompier, les pompiers vous diront qu'il laisse un piquet. Il faut laisser un piquet devant l'incendie parce que l'incendie peut reprendre à tout moment. Dans une forêt, c'est pareil, il peut reprendre à tout moment. Donc c'est le cas parce qu'on a encore un vivier de patients non contaminés. Donc à partir du moment où on va être déraisonnable dans le pays et qu'on va commencer à faire des choses, de vivre comme avant, ne se préoccuper de rien, ne pas faire attention à nos anciens, ne pas porter de masque, là on risque quelque chose. Si jamais on est raisonnable, et c'est ce qu'on a vu dans les derniers mois, moi je peux vous dire qu'en tant que médecin de terrain, on ne voit plus actuellement de gastroentérite, de bronchite, d'otite, toutes les pathologies infectieuses qu'on voit essentiellement manuportées et aéroportées de façon habituelle dans l'année ont disparu par ce comportement qu'ont eu les Français jusqu'à présent. Il faut qu'on continue à maintenir une attitude raisonnable de façon à ce que le virus puisse s'éteindre. Et dans ce cas-là, le virus s'éteindra. Il n'a pas vocation naturellement, si on ne l'aide pas, à se développer et à recommencer. Voilà. Moi, je crois pas qu'il ait vocation à une deuxième vague naturelle, qu'il ait se promener comme ça. Il faut qu'on l'aide à disparaître et je pense qu'il disparaîtra. Il disparaîtra pas tout seul. En ce qui concerne ce qu'a dit Lucas, c'est faux. Les cas ont été traités. L'IHU est totalement équipé comme un service hospitalier avec une réanimation également. Donc les cas qui ont été vus à l'IHU ont été suivis de bout en bout. Donc ils n'ont pas du tout été transférés dans les autres hôpitaux de Marseille. Ça a été les adversaires de Raoult qui ont fait courir ça, notamment des grands professeurs. Bien sûr, mais je sais, c'est bien que vous le démentiez aussi fermement. Non, ils ont été suivis de bout en bout à l'IHU. Il y a pas de souci là-dedans. Et puis je vais vous dire une chose, c'est que moi j'ai des contacts avec certains médecins de Marseille et tous les médecins de Marseille, y compris dans les réanimations, étaient tous d'accord avec Raoult. Donc tous ceux qui ont pu suivre et faire comme disait Raoult, y compris les médecins eux-mêmes et pour eux-mêmes, ont suivi les protocoles de Raoult. Beaucoup en tout cas, beaucoup. Maintenant, quant à la personnalité de Raoult, je vais vous dire, je pense que quand on est seul
comme il est là, à développer une idée, quelque chose dans lequel on croit. Et il faut forcément se créer une personnalité qui va cliver. Et voilà, moi je pense que quelque part le professeur Raoult s'amuse aussi un petit peu de cette. Oui, il en joue, ça se voit d'ailleurs. Et qu'il en joue. Il a une forme d'amusement. Moi, que je trouve assez. On le trouve antipathique par ce côté-là, ce côté suffisant, dominant. Donneur de leçons aussi un peu. Hein. Moi, je le trouve plutôt très amusant. Vous savez, quand on est un professeur de médecine, si je peux me permettre en 2 secondes, quand on est un professeur de médecine, moi j'ai vu des grands professeurs de médecine, des gens qui faisaient des greffes de cœur, qui vous enlevaient des cœurs, vous les tenez dans la main, le mec est encore vivant. Et donc il faut quand même avoir un petit peu de moelle. Hein. Il faut quand même pas être le premier venu. Il faut quand même avoir derrière soi des épaules qui sont un petit peu solides et qui tiennent la route. Donc moi je me dis que le professeur Raoult donne l'impression d'être de ces hommes qui ont cette solidité de leur conviction et de leur force. Après, quand on les attaque et qu'on les prend, ils montrent une espèce de forme de dédain en disant, moi, si vous voulez, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais moi, je sais ce que je fais. Donc, ça rassure. Ça rassure. Moi, je préfère aller voir un médecin qui sait ce qu'il fait et qui sait ce qu'il dit, que d'aller voir un médecin qui est hésitant, qui me dit, mais attendez, je vais attendre qu'on étudie la 12e publication pour faire quelque chose. Ouais. Moi, je préfère voir quelqu'un qui me dit, mais je sais ce que vous avez et je vais vous traiter et on va y aller ensemble. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est une personnalité complexe. C'est un fils de militaire avec un père certainement à l'époque relativement rigide par rapport à l'éducation qui pouvait se faire et que c'est un homme qui a dû forger son caractère et sa puissance et ses compétences par rapport à un père extrêmement puissant, et il a dû lui-même devenir quelque chose. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui c'est l'expression de ce qu'il est devenu. Voilà, moi je pense que c'est un homme qui aboutit dans ce qu'il est. Et alors maintenant, après, à côté de ça, il s'amuse. Moi, je trouve ça plutôt. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas cette façon de faire. Moi, je la trouve sympathique quand il dit qu'il est une star de la virologie. C'est ironique, évidemment. C'est vrai. C'est une star. C'est vrai, c'est ironique quand il le dit. Oui. Le gouvernement va devoir tirer les leçons de tout ce qui s'est passé et surtout tirer les leçons et appliquer les prochaines leçons peut-être données par Didier Raoult lors de cette audition en cas de deuxième vague à l'automne. Même si vous n'y croyez pas, on l'a bien compris, hein, Thierry Lardenois. Alors, moi, vous savez, j'ai pas une grande expérience du gouvernement, mais je les côtoie quelquefois de temps en temps. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à tirer des leçons de leurs échecs. Je pense que c'est très compliqué pour ce que j'appelle notre énarchie, d'avoir la capacité de tirer des leçons de ces échecs et de retourner vers la base et vers les fondamentaux de ce pays qu'est le peuple français. Je crois que c'est très compliqué pour eux de réaliser ça. Il y a une forme de comportement d'élite dans leur tête, mais il y a les vraies élites, comme dirait le professeur Raoult, et puis il y a les élites qui le sont moins, et c'est compliqué pour eux. Et c'est très compliqué pour eux. Vous savez, une des premières mesures qui a été prise pour le gouvernement, ça a été rester chez vous. C'était l'erreur fondamentale. C'est l'erreur fondamentale de base. Le rester chez vous a probablement créé une catastrophe. On aurait simplement dit aux gens, comme on leur a toujours dit depuis que la médecine française existe, allez voir votre médecin traitant, il saura quoi faire. Sachant que le médecin traitant aurait pu même éventuellement envoyer les gens en réanimation quand c'était nécessaire. Ça aurait évité de voir des cas dépassés. Vous savez, moi j'ai été signé des certificats de décès à domicile de gens qui étaient morts depuis 15 jours, parce qu'ils sont restés chez eux. Ils n'en sortiront plus jamais de chez eux, ces gens-là. On a eu des comportements, on a eu des attitudes et des réflexions. On a déshabillé la médecine de ses pouvoirs et de ses capacités. Merci. Ça a été l'erreur de base. Merci à vous. L'erreur de base, c'est de retirer aux médecins leur capacité de soigner et de traiter. Merci à vous Thierry Lardenois, médecin, président de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. C'est la fin de notre débat.